Ok, c'est parti pour cette dernière demi-journée. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Ils ont de l'énergie. Ok, pour cette première conférence de l'après-midi, on accueille Katia. Vous pouvez applaudir. Et donc, tu vas nous parler de cloud avec une présentation, une checklist de bonnes pratiques à adopter pour les applications dans le cloud. C'est ça. Bonne conférence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour ce talk où nous allons parler ensemble d'applications cloud native et de projets cloud. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Katia, je suis CTO et cofondatrice de Cockpit.io. Cockpit.io est une entreprise spécialisée autour des sujets cloud et DevOps. Donc on fait du conseil, du build, des formations sur mesure. Et moi, sinon, pour mon profil personnel, j'ai toujours été une développeuse back, mais qui a toujours fait de l'infra dès le départ. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du consulting autour des sujets SRE, cloud, DevOps depuis quelques années déjà. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce talk. C'est que je m'intéresse forcément au marché dans lequel on évolue, donc le marché du cloud, au contexte de mes clients et mon contexte à moi pour le coup. Et j'ai fait quelques constats. Le premier, c'est que je vois de plus en plus d'études depuis quelques années déjà qui montrent que la part de marché des projets cloud est en constante augmentation. Là, on va voir quand même les projections sur les 10 prochaines années. Voilà, on aura de plus en plus de projets qui vont aller sur le cloud. Et même si l'année 2003, en termes de business, elle est particulière, donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas la part de marché qui régresse ou qui stagne, c'est vraiment la part, c'est la tendance, en fait, c'est la croissance, le taux de croissance. Donc, en fait, on va avoir beaucoup de projets aussi qui sont déjà sur le cloud, mais qu'on va chercher à optimiser les usages, optimiser les coûts, parce que ça coûte cher. Et donc, en fait, on va aussi chercher à améliorer les projets qui sont déjà sur le cloud. Et quand je repense à des projets sur lesquels je suis intervenue, en fait, je me rends compte que souvent, on imagine, on veut aller vers le cloud, on veut optimiser, rendre son application cloud native, on imagine un déroulé de projet, et la réalité, souvent, quand on n'est pas du tout bien préparé, elle n'est pas celle qu'on imagine, donc on tâtonne, on fait des erreurs, on itère, etc. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire ce talk. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas partager avec vous mes retours d'expérience. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant plusieurs dizaines de projets de migration? Qu'est-ce que j'ai appris? Vous partagez aussi la méthodologie de migration que nous, on a sortie au sein de Cockpit.io, qu'on utilise aujourd'hui pour migrer nos projets. Et puis, vous donnez à vous aussi les clés après pour rendre vos applications cloud natives, pour réussir vos projets de migration vers le cloud ou optimiser vos infrastructures et vos applications. Avant d'aller plus loin, je vais faire un rappel de quelques définitions, mais je vais faire un petit sondage. Qui d'entre vous est déjà sur le cloud en prod? Ok, je vois beaucoup de mains se lever. Qui n'a jamais travaillé avec le cloud et qui n'est pas familier avec le cloud? Ok, super. Du coup, j'ai prévu une définition. C'est un résumé, hein. C'est difficile en une slide de résumer tout ce que peut apporter et tout ce qu'est le cloud computing, mais le cloud computing, ou informatique en nuage en français, si on veut parler français, est un ensemble de ressources et de services qui vont être fournis à la demande par un fournisseur cloud. Et quand je parle de fournisseur cloud, donc on connaît les cloud providers publics, donc les GAFAM, les clouds souverains, mais ça peut aussi être dans des grandes entreprises, des grandes organisations, des fournisseurs internes. Donc on va avoir des équipes dédiées qui vont nous fournir du cloud pour des clients internes. Et contrairement au modèle traditionnel classique, c'est ce fournisseur-là qui va manager le matériel. Bien évidemment, on ne peut pas résumer le service cloud à une gestion de matériel. Les fournisseurs cloud vont rajouter des couches par-dessus, API, pour rendre tout cela pilotable et manageable. Et quand on parle de cloud, le cloud, il y a plusieurs types de services cloud. Donc on va avoir des services réseau, des serveurs, des logiciels en mode SaaS, des bases de données, etc. Donc le monde du cloud est vaste, on a beaucoup de possibilités. Et quand je parle de cloud, il faut savoir aussi qu'il y a 3 types de cloud. Donc le cloud public, le cloud privé et un cloud hybride, donc qui va être un mélange entre cloud public et cloud privé. Donc ce talk-là, ça va s'adresser aussi à ces 3 différents types de cloud.
Quand on veut aller sur le cloud, en général, on pose la question pourquoi on va sur le cloud. En général, la promesse qui est faite, c'est réduire les coûts. Bon, à prendre avec des pincettes, mais l'idée là, c'est qu'on paye ce qu'on consomme. Donc si on ne fait pas un usage optimisé des ressources, forcément, on va payer beaucoup. Mais en tout cas, c'est une des promesses faites par le cloud. Réduire le time to market. Donc, on diminue la nécessité d'avoir des connaissances poussées en infra pour pouvoir héberger son application sur une infrastructure. Ça, c'est par exemple la promesse des solutions PaaS ou serverless. On gagne en agilité parce qu'on va pouvoir itérer plus facilement, on va pouvoir faire évoluer son infrastructure, ses applications, son architecture logicielle beaucoup plus facilement. Et puis on gagne aussi en scalabilité, ce qui peut être très intéressant, par exemple, quand on passe d'un modèle POC MVP à un modèle en prod, ou parfois ça arrive aussi quand on fait des campagnes de communication, où on a vu le cas d'entreprises qui passent à la télé et qui présentent leurs produits, et après, juste quelques minutes après, leur site tombe. Donc quand on est sur le cloud, on va avoir en fait cette possibilité-là de gérer plus facilement la scalabilité. Là, j'ai défini le cloud, je vais parler de cloud native. Alors, qu'est-ce que le cloud native? Le cloud native, c'est une approche logicielle qui va nous permettre deux choses. La première, c'est de créer, déployer et gérer des applications dans des environnements cloud. La deuxième chose, c'est que le cloud native va nous permettre de mettre en œuvre des systèmes faiblement couplés, résilients, manageables et puis observables. Et quand je vous présente ça, on a tous envie d'avoir des applications en production qui soient faiblement couplées, donc rajouter des briques, remplacer certaines briques, les mettre à jour sans avoir un impact très important sur les services qui tournent, résilients. Donc la promesse du cloud aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des mécanismes qui font que si on perd un nœud, quand on perd un serveur, ça devient un non-événement parce qu'on va avoir des mécanismes de résilience qui vont nous permettre en fait en diminuant l'intervention humaine, de faire en sorte que l'application continue sa vie et que l'infrastructure puisse s'auto-réparer. Manageable, donc on va pouvoir piloter nos systèmes, et observable, donc on va pouvoir voir une image à un instant T de ce qui se passe sur nos systèmes, mais aussi, par exemple, analyser le fonctionnement de nos systèmes sur une période donnée, faire de la détection de signaux, etc., vraiment aller plus loin. Donc, quand on voit ça, on se dit, c'est de belles promesses quand même qu'est le cloud native. Normalement, en prod, on veut tous avoir des systèmes comme ça. Et donc c'est là où vous êtes en droit de me poser la question. Si vous êtes là, c'est que vous attendez la réponse. Comment on met en place cette approche cloud native? Alors avant de vous donner ma réponse, moi je me suis intéressée à la réponse de la CNCF. Donc qui connaît la CNCF, la Cloud Native Computing? Ok, super. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, donc la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, donc qui dépend de la Linux Foundation, c'est la référence aujourd'hui dans le monde du cloud computing. Et moi, je me suis intéressée à leur réponse parce que leur réponse, elle est importante. Et là, j'ai trouvé la réponse, ils listent, donc ils nous disent, pour mettre en place cette approche-là, on fait ça grâce aux conteneurs, grâce aux microservices, grâce aux services mesh, grâce aux API déclaratives, aux infrastructures immuables. Et puis, j'ai vu 3 petits points. Moi, je me suis dit, là, c'est quand même 5 gros morceaux qui ne s'adressent pas à tout le monde, qui ne sont pas évidents en fait, à maîtriser. Puis moi, d'expérience, je sais que les conteneurs, ça n'adresse pas 100% des sujets. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir des conteneurs ou de conteneuriser des applications, même si j'aime beaucoup les conteneurs. Les microservices, on ne va pas lancer des guerres, des débats monolithiques versus microservices. Donc j'ai un peu de mal en fait, à imposer ce modèle-là, un seul modèle, en disant voilà, ça c'est une manière de mettre en place cette approche-là. Puis les services mesh aussi, c'est un gros morceau tout le monde n'a pas besoin d'un service mesh. Et puis bon, les API déclaratives, infrastructures, etc. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se cache derrière les 3 petits points? Déjà là, c'est 5 gros morceaux quand même qui ne sont pas évidents à maîtriser. Qu'est-ce que la CNCF propose encore? Et bien derrière les 3 petits points, on a la fameuse CNCF Landscape qui fait peur à beaucoup d'entre nous. Et juste, je vous montre, en fait, j'ai fait une capture d'écran au 1er septembre 2023, j'ai fait l'exercice, j'ai figé le nombre, pour voir le nombre d'outils. Au 1er septembre 2023, il y avait 1236 outils. Là, aujourd'hui, il y a une dizaine de plus. En un mois et 20 jours, il y a une dizaine de plus qui se sont ajoutés. Et là, quand on voit ça, on dit, OK, par quoi je commence? Donc, par quel bout je prends cette fameuse landscape, cette carte? C'est un peu compliqué.
Et surtout, vous pouvez me poser la question, et moi je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vraiment cela, le secret pour réussir son projet de migration vers le cloud et faire vivre bien son application ou ses applications sur le cloud? Ma réponse est non. Voilà, donc non. Sauf si vous voulez avoir une équipe complètement à bout. Si vous pensez que ça c'est le secret, ben, je peux vous garantir que c'est pas du tout ça, et beaucoup se sont cassés les dents. Sinon, on peut aussi avoir l'option, on va regarder à droite à gauche les talks, les copains, les articles, on prend n'importe quoi voilà, au hasard parce que j'ai entendu tel outil. Et ensuite, je peux vous dire aussi que votre équipe, votre quotidien, il va être très 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 compliqué. Promis, ça c'est ce que j'ai constaté. Et donc, si je vous dis tout ça, non, le talk n'est pas fini, parce que ça serait trop facile. Donc là, vous allez me poser la question, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que tu nous proposes alors pour embrasser cette approche de développement dite cloud native, aller sereinement vers le cloud? Alors ma réponse, c'est suivre quelques règles de base que je vais vous énumérer tout au long de ce talk. Première chose, ça c'est pas un scoop normalement, mais peut-être pour certains, ne pas se concentrer uniquement sur la technique. En fait, on a tendance, c'est normal, on est des techs, je m'adresse à d'autres techs, à mes pairs, et on a tendance vraiment à se concentrer, à se dire, voilà, quel outil, à maîtriser un outil, à aller challenger les outils aussi. Mais en fait, non. Pour aller vers le cloud, pour embrasser cette approche cloud native, la technique, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, en fait, pour réussir ces projets. Et surtout, voilà, il faut garder en tête ça, qu'on ne peut pas réussir sa migration, on ne peut pas réussir en fait la vie de son application dans le cloud si on pense que c'est une question uniquement d'outils. Et le contexte dans lequel évolue l'application a aussi son importance. Donc le contexte, la culture d'entreprise, l'organisation, les contraintes, etc. Règle numéro 2, définir ses objectifs. Donc pourquoi vous voulez aller sur le cloud? Donc, est-ce que c'est pour faire comme les autres ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, un besoin? Parce que parfois, il vaut mieux rester on-prem. Quels sont les avantages qu'on souhaite bénéficier en allant vers le cloud? Pareil, est-ce que vous voulez, par exemple, réduire vos coûts? Est-ce que vous voulez avoir de la résilience? Ou est-ce que vous avez, par exemple, des objectifs où vous voulez vous déployer au niveau européen, au niveau mondial, et là, vous voulez avoir à disposition des régions diverses, ou vous avez des contraintes de disponibilité extrêmement fortes, donc vous vous dites, il faut que j'aille sur le cloud pour avoir de la haute disponibilité en me déployant en multi-cloud. Donc vous voyez, les objectifs sont différents, les bénéfices dont on peut tirer sont différents, donc là, c'est important à avoir en tête. Et puis, plus important aussi, même si on est des techs, il faut qu'on s'intéresse aussi aux objectifs business d'une entreprise. Parce que, par exemple, un client, si votre objectif c'est de multiplier par 1000 votre base de clients dans votre trafic, ça ne va pas être la même chose qu'une entreprise qui va vouloir uniquement stabiliser sa base cliente et développer d'autres fonctionnalités, par exemple. Donc vous voyez, les attentes ne sont pas les mêmes. Et il faut garder en tête qu'aller sur le cloud n'est pas un objectif, mais un moyen d'atteindre ses objectifs business, parce que si on va juste sur le cloud comme ça, parfois, c'est des cas que j'ai vus, on paye trop cher, on ne comprend pas, on pense que pourquoi les autres ils disent que c'est magique alors que moi, toute mon équipe elle est à bout, etc. Ensuite, communiquer avant, pendant et après le projet. Quand je le dis, c'est pas vraiment enfoncer des portes ouvertes, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des retours d'expérience. Tout le monde doit avoir le même niveau d'information. Parfois, en fait, on va avoir le top management qui va décider qu'on va aller sur le cloud parce qu'ils ont des objectifs, c'est justifié, etc. Mais ils ne communiquent pas avec l'ensemble de l'équipe. Donc, ça peut avoir en fait des conséquences sur les choix futurs que vous allez faire, les choix techniques que vous allez faire. Ça peut aussi avoir des conséquences en fait sur l'équipe, sur le moral de l'équipe, etc. L'implication et l'investissement. Il ne faut pas hésiter à rappeler les objectifs tout au long de votre projet de migration. Donc, si vous êtes sur le cloud, ok. Si vous faites de l'amélioration, donc voilà, est-ce que c'est multiplié par 1000, par exemple, devenir leader de votre marché? C'est pas la même chose que finir le produit, le vendre, par exemple. Et ne pas négliger la communication inter- et intra-équipe. Moi, j'ai eu des cas aussi. J'ai vu des cas où, par exemple, on a une application qui vit sa vie. Et on décide d'aller migrer vers le cloud, et là, on prend juste une personne comme ça, ou deux personnes. On va dire, toi, tu es en charge de containeriser, etc., de préparer la migration. Donc, on va avoir deux sous-équipes qui vont communiquer entre elles, des choix techniques, forcément, qui vont peut-être se marcher sur les pieds. Donc, il faut vraiment garder en tête cela.
Sinon, on va avoir, si vous n'évitez pas les zones de flou, on va avoir des personnes qui vont travailler, qui vont faire bien leur travail, qui vont faire les choses, mais qui ne savent pas pourquoi elles les font. Et donc, c'est important vraiment de garder, de bien communiquer et d'être sûr de faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information. Analysez votre culture et vos pratiques. Alors, est-ce que vous avez adopté la culture DevOps? Pourquoi? Parce que quand on adopte la culture DevOps, donc c'est pas un prérequis, je rappelle, la culture DevOps n'est pas un prérequis au cloud, ou le cloud n'est pas un prérequis à la culture DevOps. On peut très très bien être on-prem, ne pas vouloir aller sur le cloud et adopter la culture DevOps. Mais par contre, on a des bonnes pratiques, des pratiques qui viennent avec la culture DevOps, qui font que on va pouvoir en fait aller beaucoup plus facilement sur le cloud, donc l'automatisation, les tests, la collaboration, etc. Faites le point, voilà, questionnez-vous où est-ce que vous en êtes, où vous avez déjà du travail à faire. Donc ça peut faire partie aussi des axes d'amélioration. Et puis, les pratiques courantes aussi du développement cloud native. Donc, on va avoir l'intégration continue, la livraison continue. Bon, je n'ai pas listé le déploiement continu parce que tout le monde ne s'appelle pas Facebook. Tout le monde n'a pas besoin de déployer 10 fois par jour et d'avoir des mécanismes de rollback, etc. Donc, posez-vous la question. Pareil, retour d'expérience. Donc, j'ai eu déjà des personnes qui pensaient qu'elles faisaient de l'intégration continue, mais sans la brique test, sans la brique vérification. Donc, en fait, c'est pas vraiment de la... Donc, voilà. On a de tout. Donc, tout le monde n'est pas start-up, donc tout le monde n'est pas à jour, donc on a de tout. Et puis, faites le point aussi sur vos procédures internes de déploiement, de test. Parfois, on veut aller sur le cloud, on met un peu la charrue avant les bœufs. Et en fait, on a des procédures très complexes. Il faut passer par un CAB, il faut passer par un comité de validation, etc. Donc, tout ça, en fait, il faut le garder en tête. Parce que ça peut complexifier, avoir un impact sur vos choix futurs, donc sur les modifications que vous allez faire après, soit sur l'infrastructure, soit sur vos applications. Donc tout ça, il faut le garder en tête. Et ensuite, faites le point sur où est-ce que vous en êtes dans le degré d'automatisation. Vos tests, vos releases, vos déploiements, les rollbacks, vous les gérez comment? Votre stack de monitoring, par exemple, comment vous êtes alerté, etc. Est-ce que votre application, comment elle est en fait dans un environnement automatisé? Puis identifier les personnes clés qui maîtrisent l'application, qui maîtrise l'infrastructure. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est pas la même personne? Est-ce que c'est une équipe externe parce que c'est l'application elle est infogérée? En fait, tout ça, il faut vraiment le garder en tête quand vous voulez aller vers le cloud. Et qui maîtrise les déploiements. Donc parfois, on va avoir vraiment une équipe dédiée déploiement, qu'on va parfois labelliser équipe DevOps, qui va être juste en charge des pipelines de CI/CD. Et donc voilà, identifier les personnes qui maîtrisent tous ces sujets-là. Et puis si vous avez d'autres personnes, PO, QA, etc., il faut les identifier. Et si vous voulez bien faire avancer votre projet aussi, c'est qui doit leader le projet de migration. À un moment, il faut trancher, prendre des choix, aller chercher l'information, par exemple, voir le management, voir les autres équipes, etc. Et ce n'est pas forcément celle qui maîtrise le plus l'application. Il faut vraiment avoir des soft skills à ce niveau-là pour réussir en fait, à faire bouger les lignes. Et puis, collaborer. On parle beaucoup de DevOps, mais dans beaucoup d'organisations, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais dans beaucoup d'organisations, c'est encore très, très siloté. En fait, on veut aller sur le cloud, on veut faire bouger les lignes, mais on a beaucoup de silos. Donc, essayez de constituer, si c'est votre cas, essayez de constituer des équipes vraiment multitask, multidisciplinaires, qui vont faire en sorte de collaborer. Comme ça, la communication, elle fonctionne beaucoup plus facilement, et puis cultiver l'esprit collaboratif. Analysez votre existant. Avant de faire quelque chose, quelle que soit la modification, ce n'est pas parce que ça marche chez la société A que forcément ça va marcher pour toutes les autres sociétés du secteur. C'est très très important en fait, de savoir où vous en êtes aujourd'hui pour voir vers quoi vous voulez aller. Donc il faut identifier plusieurs choses. Votre architecture, est-ce que vous êtes en microservice, en monolithe? Est-ce que vous êtes orienté événement, donc FAS, serverless, etc. Tout ça, ça a un impact donc, dans les modifications. Et puis, identifier les langages, les dépendances et les versions. Quand je dis version, c'est vrai que parfois ça fait sourire, mais moi j'ai eu déjà un cas où j'avais fait un audit dans un environnement où il y avait des applications extrêmement legacy, il y avait des librairies qu'on ne retrouvait plus du tout sur Internet. Donc on ne pouvait pas, tout simplement, prendre l'application et la mettre sur telle quelle en fait, et la mettre sur un autre environnement. Ça arrive,
On ne juge pas, il y a des contextes, il y a des choix qui sont faits, des priorités. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc vraiment, faites le point pour voir, en fait, est-ce que voilà, là où vous en êtes, vous pouvez vraiment aller vers le cloud. Et si vous êtes déjà sur le cloud et vous visez un autre modèle, faites quand même le point. Et puis, un sujet aussi qui peut être très complexe, qui peut être impactant, c'est la persistance des données. Est-ce que votre application dit stateful ou stateless? Si votre application, par exemple, elle stocke toutes les données de session en cache, etc., localement, envisagez aussi, il faut le savoir, comme ça, après, on va modifier, faire en sorte de la rendre stateless. Et les licences utilisées aussi, si vous avez des licences, vous utilisez des licences, vous voyez si c'est compatible avec le modèle du cloud computing. Ensuite, analyser. Une fois que vous avez fait un état des lieux, il n'y a que comme ça, en sachant d'où on va, c'est là où on va voir où est-ce qu'on peut aller. Analyser toutes vos données à transférer. Si vous avez par exemple des bases de données, etc., il faut les analyser. Parce que parfois, on a juste un volume de données qui est monstrueux, qu'on ne va pas pouvoir déplacer. Et l'infrastructure existante. Donc, est-ce que vous êtes sur de la VM? Est-ce que vous êtes sur déjà des bases de données managées ou pas, etc. Tout ça, il faut l'étudier. Et les ressources aussi actuellement utilisées, donc voilà, CPU, RAM, le trafic, ça aussi a un impact. Est-ce que vous avez un trafic stable toute la semaine, tous les jours de la semaine, toutes les heures? Ou est-ce que vous avez des pics de charge à certains moments de la semaine, à certains moments de la journée, ou à certains moments de l'année, par exemple? Tout ça, il faut le garder en tête. Et puis l'observabilité. Donc, je parle d'observabilité de manière globale. Donc, est-ce que, par exemple, comment votre application génère des logs? Est-ce que votre application génère des traces? Tout ça, il faut l'identifier. Règle numéro 8, faire un point sur la sécurité. C'est un sujet qui est extrêmement important. Il faut lister les contraintes que vous avez. Donc, je parle de contraintes réglementaires. Par exemple, si vous devez être vraiment en France ou sur un territoire européen, auquel cas vous allez aller chez un cloud souverain. Donc en fait, voilà, les fonctionnalités que vous allez avoir aussi avec vos contraintes vont être différentes d'un cloud provider à un autre cloud provider. Et puis vos procédures aussi. Donc pareil, hein, si par exemple, avant de déployer quoi que ce soit, avant de modifier quoi que ce soit, vous devez passer par un comité de sécurité qui valide toutes les versions que vous utilisez, vous voyez, vous êtes un peu contraint dans les choix. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Donc, voilà. Donc, tout ça, il faut le lister. Et puis, tout ce qui est réseau, VPN, les WAF, les filtrages IP. Si, par exemple, vous devez déployer des applications dans un réseau qui est complètement fermé, isolé, donc pas accès à Internet et pas accessible depuis Internet, vous voyez, c'est des choses en fait, qui vont avoir un impact sur votre application. La détection de vulnérabilité. Donc, ça aussi, c'est pas le cas de tout le monde, mais en fait, on pense quand on va sur le cloud, c'est sécurisé by design ou par défaut, mais en fait, non, ça ne nous dispense pas aussi de faire attention à l'application qu'on développe et qu'on veut déployer. Et vos tests de sécurité aussi, c'est bien de les intégrer. Donc, si vous faites du conteneur, vous pouvez ajouter dans vos pipelines de CI/CD une couche de Trivy, une couche de les outils que vous préférez. Et pareil, c'est un sujet aussi, parfois quand on développe un POC, on est on-prem et ensuite on va aller passer sur le cloud, on se rend compte, oui, en fait, il y a toutes les questions d'autorisation et d'authentification. Est-ce qu'on les fait porter par l'application ou est-ce qu'on les fait porter par une brique externe? Je ne donne pas la réponse là parce qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais c'est des questions aussi à se poser. Il faut savoir voilà, vos besoins tout simplement. Une fois que vous avez tout ça, là, vous allez pouvoir cadrer votre projet. Une fois que vous avez identifié, analysé votre existant, là, vous allez vous poser la question et ensuite trancher, est-ce que c'est tout le scope applicatif que vous allez modifier? Donc, est-ce que c'est toutes vos applications que vous allez vouloir mettre sur le cloud? Ou est-ce que c'est juste une partie de votre infra ou une partie de vos applications? Le choix de l'architecture cible, en fait, ce que vous faites, si vous voulez aller sur du monolithe, vous voulez containeriser votre application, passer sur du serverless, vous voyez, en fait, les modifications, ce n'est pas les mêmes. Si vous voulez containeriser votre application, il va falloir, voilà, containerisation, comment vous buildez vos images, le registre, etc. Et si vous voulez aller sur du serverless, quelle techno on prend? Est-ce qu'on prend une techno open source, voilà, ou est-ce qu'on va se loquer avec un cloud provider en particulier? Donc c'est ça qui va déterminer ce que vous allez faire sur votre application. Le choix du ou des fournisseurs cloud,
cloud souverain, pas cloud souverain, multi-cloud, etc. C'est important de faire le choix parce que la liste des fonctionnalités que vous allez avoir n'est pas la même d'un cloud provider à un autre. Donc ça, c'est important aussi. Peut-être que vous allez être limité et peut-être que les options proposées pour vos applications ne sont pas les mêmes. Et puis, anticiper aussi les besoins de formation des équipes. Ouh là là, le nombre de personnes qui pensent à Kube manager, c'est très facile parce que oui, on ne le met pas à jour, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience avec Kube et je démarre à peine avec Docker. Ça se passe mal après. Voilà. Donc, anticiper les besoins de formation. Si vous faut former l'équipe ou vous former, il faut le faire en amont. Vous n'attendez pas la dernière minute. Et puis, anticiper le cost management et l'impact écologique. Donc, le cost management, en général, quand on va sur le cloud, c'est pas pour autant que c'est un automatisme et que c'est pas cher. Donc ça, c'est un mythe. Voilà. Donc non, sur le cloud. Donc par contre, si on veut optimiser ses coûts, on a plusieurs bonnes pratiques à suivre. Et déjà, le premier, pour pouvoir suivre vraiment la consommation de ces ressources, c'est d'ajouter des tags. Et puis voilà, le choix des régions, est-ce qu'il faut optimiser les performances de mon application parce qu'elle consomme trop de RAM? Est-ce qu'il faut optimiser les requêtes, etc. Donc tout ça, ça dépendra de vos applications, de votre application. Donc s'il faut le faire ou pas, c'est une fois que vous avez analysé votre existant que vous saurez s'il faut le faire ou pas. Et puis, choisir une stratégie de migration. Si vous êtes déjà sur le cloud, vous pouvez aussi, en fait, ce talk s'adresse aussi aux personnes qui sont déjà sur le cloud. Vous pouvez faire des projets d'optimisation. Il y a plusieurs stratégies de migration pour aller vers le cloud. Moi, j'ai en gardé que 3 parmi ces 6, mais je vais les dire quand même. Donc, si vous faites du refactor, donc ça veut dire que vous pouvez, en fait, vous prenez votre application et vous démarrez, vous développez une autre version à côté, vous avez page blanche. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Vous voulez, je sais pas, microservice, pas microservice, pass serverless, etc. Si vous faites du lift and reshape, c'est vous prenez votre application, vous allez appliquer quelques optimisations. Donc là, par exemple, si votre application est stateful, par exemple, vous donnez de session, votre cache, vous pouvez utiliser d'autres outils, d'autres briques spécialisées pour le faire et ne plus le stocker dans le serveur. Vos assets, par exemple, vous pouvez aller les mettre sur un S3, rajouter un CDN devant, etc. Donc ça, vous pouvez aller dans l'optimisation selon l'état de l'art, l'état des lieux de votre application. Et si vous faites du rehost ou du lift and shift, en général, on choisit cette stratégie-là quand on est pris par le temps. On n'a pas beaucoup de temps. On a besoin d'aller très très vite vers le cloud. Là, on va aller on va prendre l'application telle qu'elle et on va la toucher vraiment le minimum. Donc vous voyez, ça dépend d'où vous partez, de l'état de votre application, la stratégie de migration vers le cloud si vous n'êtes pas déjà vers le cloud. La charge de travail et le chemin que vous allez devoir parcourir n'est pas le même. Ensuite, définir les KPI. Alors, c'est bien de faire des projets d'optimisation, etc., mais si on ne sait pas mesurer et comparer, c'est dur de savoir si ce qu'on fait est bien ou pas. J'ai mis là quelques exemples de KPI qu'on trouve très souvent quand on parle DevOps. Donc, c'est des KPI. J'ai mis 3 petits points comme la CNCF. Mais là, j'ai pas de landscape monstrueuse à vous montrer. Mais là, c'est pour vous dire, en fait, il faut avoir vos propres indicateurs clés de performance. Donc, par exemple, le lead time, ça va être le temps que met un commit arrivé en production, la fréquence des déploiements, les pourcentages aussi de déploiement, de mise en prod qui ont des problèmes, des incidents et des impacts sur les clients. Ça aussi, normalement, quand on veut migrer vers le cloud, en général, c'est pour avoir quelque chose de plus résilient, de plus solide. Le mean time to repair, quand vous avez un incident, combien de temps ça vous prend? Quand vous êtes avant de démarrer quoi que ce soit, quelle modification, c'est bien de mesurer ça pour voir s'il y a du mieux ou pas. Et puis, la durée, en fait, le délai entre chaque incident, la disponibilité et puis les performances. Parce que si vous faites des modifications, vous développez une nouvelle version de l'application, vous l'optimisez, qu'au final, les performances, c'est pas totalement ça, c'est important de le savoir pour corriger le tir parce que le cloud, c'est pas magique. Une fois que vous avez tout ça, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir préparer votre application. Alors, l'application, selon la stratégie de migration que vous aurez définie, vous voyez, et l'architecture cible, si vous voulez aller, comme je disais, vers de l'event-driven architecture ou, par exemple, vers du microservice ou du PaaS, etc.,
la modification de vos applications elle va être différente. Il faut adapter vos applications, vos process de déploiement, de développement aussi. Donc il faut vraiment... Aujourd'hui, le nerf de la guerre pour optimiser efficacement, travailler efficacement et plus diminuer la charge mentale des devs, c'est aussi l'environnement de travail local. Très souvent, on va avoir des environnements qui sont complètement différents, donc la prod, qui est un environnement, et on va avoir un environnement local qui est complètement différent, donc on ne va pas avoir des environnements ISO, et après c'est très très compliqué à débugger, ça on prend du temps, on perd du temps à chercher le pourquoi du comment, là ça marche, mais ça marche sur... Voilà. Donc là il faut faire aussi les modifications, si votre stack local ne correspond pas à ce qui est sur la prod, c'est le moment aussi de modifier tout ça. Optimiser votre application, donc si vous voyez que vos performances elles sont pas top, donc là c'est peut-être le moment. Choisir des langages, si vous partez sur une feuille blanche et que vous voulez tout refaire, à ce moment-là, voilà. Donc moi, je me mouille pas, je dis pas quel langage il faut aller ou pas. Voilà. Et puis la containerisation, donc si vous décidez de containeriser vos applications, parce que vous avez vos Dockerfiles, vos process de build, dans les pipelines de CI/CD, vos registres, vous les mettez où, vos images de base, est-ce que vous voulez les reconstruire vous-même ou pas, tout ça, en fait, c'est des choses à anticiper. Et selon vraiment le type d'application, l'architecture logicielle que vous voulez avoir, à ce moment-là, le travail à faire va dépendre en fait de ce choix-là. Il y a un autre sujet aussi qui est très important. Quand on va sur le cloud, on a un changement de paradigme. Donc en fait, quand on va sur le cloud, on fait un usage optimisé du cloud, une panne, les incidents, normalement, doivent devenir un non-événement. Normalement, donc quand je dis non-événement, donc on perd un serveur par exemple, qu'on va avoir des mécanismes d'autoscaling qui fait que on a perdu un serveur ou on a un serveur qui ne répond pas, ok, tout automatiquement il va redémarrer, relancer une autre machine à côté. Et quand on a ça, il ne faut pas oublier de soigner les temps de démarrage et les arrêts des applications. Ce n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi les process. Donc s'il faut faire des choses manuellement, c'est peut-être le temps d'envisager de les optimiser, de les automatiser. Donc ça, c'est important. Et puis comme on parle de ça, donc si par exemple pour redémarrer votre application, elle prend je ne sais pas combien de minutes, peut-être aussi il faut travailler sur ce côté-là. Comment votre application, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, comment elle relance les connexions actives, etc. Et puis les arrêts aussi, il faut penser au graceful shutdown. Donc là, je m'adresse aux devs. Donc c'est important aussi de partir du postulat que mon infra peut être éphémère, je peux perdre une composante de mon application, de mon architecture, infrastructure. Comment elle réagit, mon application? Faites des tests, et ensuite, là, vous corrigez le tir. Vos workflows de CI/CD, donc ça fait partie aussi du socle de l'application. Si vous n'êtes pas à jour encore et ça ne correspond pas à l'architecture cible, faites en sorte de modifier cela. Et adapter, j'en ai parlé, la stack locale, c'est vraiment très très important. Donc si par exemple vous allez utiliser Docker, si vous y allez utiliser les conteneurs, peut-être dockeriser localement votre application. Et former aussi vos équipes surtout. Renforcer la sécurité de vos applications, pareil. Donc comment je fais pour détecter les vulnérabilités, comment je gère les mises à jour, etc. Ne pas stocker au maximum, éviter au maximum de stocker les sessions locales. Donc de toute façon, si vous voulez faire du serverless, ça va être compliqué après de stocker des choses localement. Mais envisager même Cache-T, Redis, etc. pour les caches, les données de session, les assets sur du S3. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Regrouper vos dépendances dans un fichier dédié. Donc, je le dis parce que oui, des fois, on n'a pas dans Django, par exemple, dans Python, on va avoir un fichier requirement.txt, dans d'autres langages, on va avoir un package.json. Mais ça, c'est pas une pratique 100%, tout le monde fait ça. Donc, si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas un reproche. Mais en tout cas, il faut le garder en tête qu'il faut regrouper ces dépendances pour pouvoir réinstaller facilement, redéployer très facilement son application. Et puis mettre à jour vos dépendances. Parfois, ça passe à la trappe, tout le monde ne met pas à jour ses dépendances, mais parce que sur le cloud, ça évolue vite et que des fois, on va très vite se retrouver avec des choses dépréciées qui tournent en prod. Et augmenter l'observabilité, donc les traces, les logs, le monitoring, tout ça, il faut le prendre en compte. Et préparer le jour J.
Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le cloud, même si vous êtes sur le cloud et que vous décidez de faire une modification, une optimisation de votre application, de votre infrastructure, préparez une checklist. Moi, j'aime bien faire des scénarios. Par exemple, voilà, le jour J, voilà, on fait étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, etc. Et surtout, prévoyez les rollbacks en cas de problème, les stratégies de déploiement. Est-ce qu'on va faire du blue-green, du canary? Qui sait ce que c'est le blue-green et le canary? Ok, super. Donc blue-green, on fait une bascule un peu sec. Donc on passe d'un système A à un système B comme ça. Et le canary, c'est qu'on fait par pourcentage, donc on fait par palier, 5%, 10%. Et s'il y a une panne, on revient derrière. Donc tout ça, ça dépendra de votre besoin, de votre use case. Est-ce que vous acceptez d'avoir des petites coupures de service quand vous faites des mises en prod? Tester ce scénario, donc on m'a déjà posé la question, mais oui, il faut tester ce scénario en pré-prod, en staging, en sandbox, peu importe, mais testez beaucoup votre application quand vous faites les modifications. Ça m'est arrivé, on a perdu beaucoup de temps parce qu'il y a eu des modifications applicatives qui n'avaient rien à voir avec le projet de migration. On le déploie sur une nouvelle architecture cloud et au final, il y a des problèmes de régression et on pense que c'est forcément la faute à l'infra parce que c'est la nouvelle infra, ça marche sur l'autre. Mais en fait, c'était des problèmes applicatifs. Donc vraiment, tester beaucoup et tester l'environnement et l'application pour ajuster tout ce qui est performance, sizing, etc. Et se préparer aux surprises. Alors, se préparer aux surprises, pourquoi? Moi, j'ai 2 lois que j'aime bien. La première, c'est la loi d'Hofstadter. Donc, il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi d'Hofstadter. Donc, parfois, en fait, très souvent, on va avoir un timing millimétré, carré. Voilà, on fait ça, on modifie l'application. Ensuite, tel jour, on fait la bascule pré-prod. 2 jours après, on fait la bascule en prod. On ne se laisse pas le temps ni de corriger le tir, ni de modifier les applications, ni de tester. En général, c'est sur la phase test qu'on va rogner le plus. Laissez-vous du temps. Et puis, une deuxième loi que j'aime bien, qui fait un peu peur, mais que j'aime bien, c'est la loi de Murphy, la fameuse. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pas eu d'effet démo, mais voilà, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Je ne vous dis pas qu'avec ces règles-là que je vous énonce, ça ne veut pas dire que forcément vous allez vous louper ou vous rater. C'est juste non, en fait. Ça permet aussi de se dire, OK, à chaque moment, on peut avoir un problème. Pensez toujours plan B. Éventuellement plan C. Ça dépend de la criticité de vos projets. Mais voilà, donc rollback, comment je reviens en arrière, comment je sauvegarde mes données quand je fais de la bascule, mon application, etc. Et puis documenter. Qui aime faire de la doc? Voilà, j'étais sûre. Je pense que j'ai max une dizaine de mains qui se sont levées. Oui, c'est le sujet qui fâche, la documentation. Moi, je vous l'ai mis à la fin pour que vous continuez à me suivre. Mais la documentation, c'est extrêmement important. L'idée, c'est pas de faire des encyclopédies, de faire de la doc pour la doc. Ça, c'est complètement contre-productif. Mais faites-le au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que parfois, au fil des projets, on prend des décisions. Et ensuite, on n'écrit pas, on ne documente pas ces décisions. Et quand on revient 6 mois après, 1 an après, on dit « Ah, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Ah, mais c'est pourri, moi, je n'aurais pas fait comme ça. » Alors qu'on a des contraintes, en fait. Quand on fait parfois, à un instant T, on a des contraintes, on prend des décisions, donc on les fait. Si vous avez des difficultés, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont floues et qui nécessitent une certaine connaissance en particulier, faites-le. Si vous le faites au fur et à mesure, ça sera moins douloureux. Voilà. Et puis, voilà, sensibiliser vos équipes à l'importance de la documentation. Donc, comme je vous dis, c'est pas faire de la doc pour faire de la doc avec des beaux fichiers Word, etc. Non, fait juste documenter les choses qui vous semblent importantes. Et puis, itérer. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, ajuster l'infrastructure et le dimensionnement. En fait, c'est pas grave d'itérer. Au contraire, il faut toujours s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue quand on fait des projets. Peu importe, un projet cloud ou pas projet cloud, mais c'est OK de tester, d'itérer. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas hésiter à
à la challenger, à remettre en question vos choix et à faire les choses. Donc si vous faites une modification dans votre appli ou dans votre infra, si ça ne va pas du tout, il ne faut pas hésiter en fait, à itérer. Et le dimensionnement, forcément, parfois on a trop surdimensionné, parfois on a sous-dimensionné. Donc ça, c'est aussi des choses à garder en tête. En général, on a tendance, pour être large, à surdimensionner. Sauf que les prix du cloud continuent d'augmenter, et ce n'est pas que le cloud, hein, les prix de l'électricité, de l'énergie, les composants deviennent de plus en plus rares, donc forcément les factures derrière vont augmenter. Donc c'est très très important aussi de penser à bien maîtriser sa consommation. Le monitoring, donc parfois on a des faux positifs, et là, on finit... on a trop d'alertes, on a beaucoup trop de faux positifs, et on finit, par exemple, j'ai déjà vu ça, dans une organisation, je ne citerai pas le nom, on avait des alertes qui arrivaient sur un canal Slack, on avait tellement de faux positifs, tout le monde a fini par muter le canal, donc personne ne voyait quand il y avait vraiment des incidents en prod. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à ajuster, pareil pour tout ce qui est traces, alertes, monitoring. Se remettre en question, en fait. Remettre en question ses choix, ça ne veut pas dire ce qu'on a fait peut être très très bien à l'instant T et ensuite ça peut devenir moins bon à l'instant d'après. Et voilà, s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, ça va avec la philosophie DevOps, donc il ne faut pas hésiter à itérer. Apprendre de votre projet, donc prévoir des rétrospectives, c'est pas qui est dev et qui est dev dans l'infra, dans la salle. Ok, qui fait de l'infra? Ok, infra, SRE, voilà. En fait, c'est vrai que quand on fait on a parfois dans l'agilité, on fait beaucoup de rétro, mais en fait, c'est pas normalement, ça ne doit pas être uniquement une question de une pratique que doivent faire les devs, mais aussi quand on fait de l'infra, quand on est au milieu, quand on est SRE, il faut vraiment aussi penser à bien faire des rétrospectives parce que des fois, il y a des choses qui ont bien fonctionné, qui sont bien déroulées, donc on va chercher à les capitaliser pour les répéter après. Et quand il y a des axes d'amélioration, quand il y a des choses des loupés, on a tous des loupés, hein, donc ça fait partie du travail. Ça permet aussi vraiment de le faire dans un cadre, il faut dédramatiser la chose et on apprend de ses erreurs, on apprend aussi des choses qui se sont mal passées. Et si vous n'avez pas la compétence, faites-vous accompagner en fait. Je vous le dis parce que des fois on perd beaucoup de temps. Donc j'ai eu aussi des cas, par exemple on dit ouais, le cloud c'est facile, on va popper des instances, par exemple C2, des VM, c'est facile, je déploie mon application. Mais après en fait si vous faites des choix et que vous ne savez pas trop, comme la slide d'avant de la dame qui a pris un peu n'importe quoi, parce que on a entendu Vercel ça fonctionne très bien, etc., je peux vous garantir que votre facture après va vous rappeler que vous ne savez pas trop ce que vous faites. Et il n'y a pas que la facture. Bon, la facture, c'est en général, c'est ce qui fait, c'est le plus douloureux, mais aussi les incidents, etc. Conclusion. Le développement cloud native, vous l'aurez compris, ce n'est pas qu'une question technique, c'est vraiment plus que cela. La culture, les pratiques et l'organisation sont des éléments cruciaux pour réussir vos projets de migration. Même quand vous êtes sur le cloud, c'est vraiment très très important de travailler votre culture d'entreprise. Et garder en tête qu'une migration ou le cloud, ce n'est pas un objectif en soi, ça doit être normalement un moyen d'atteindre ses objectifs business. Et si, il y a ça, et puis voilà, il n'y a pas de recette magique. Donc je pense que, j'espère qu'il n'y a pas de déçus dans la salle, mais en fait, si la recette magique elle existait, je pense qu'il n'y aurait pas autant de projets compliqués. Mais oui, il n'y a pas de recette magique. Donc on a un ensemble de bonnes pratiques à respecter, mais le plus important, c'est vraiment de s'adapter, vous, à votre contexte et à vos besoins. Et puis voilà, merci à vous.